Florence Méréo, en décembre, en Chine, dans la ville de Wuhan et dans sa région, la région de Hubei, plusieurs personnes souffrent d'une maladie respiratoire. Elles ont de la toux, elles ont également de la fièvre, de la fatigue et des courbatures. C'est pour ça qu'au départ, on va penser à une espèce de grosse grippe. Sauf que très vite, on va voir que ça va parfois s'aggraver en pneumonie, qui vont s'avérer parfois sévères et parfois même mortelles. Les Chinois vont découvrir qu'il s'agit d'un nouveau coronavirus. C'est quoi d'abord un coronavirus ? C'est une grande famille de virus. Les coronavirus, on les connaît depuis des décennies, mais pendant près de 40 ans, on a pensé qu'ils ne provoquaient que des symptômes bénins, type un rhume. Et en fait, c'est l'arrivée du SRAS en 2003 qui nous a montré que le coronavirus, il pouvait être grave en provoquant des pneumonies. Donc le SRAS est un coronavirus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coronavirus ? L'autre coronavirus connu, c'est le MERS-CoV, qui est né en 2012 en Arabie Saoudite. Et évidemment, celui qui va provoquer la maladie du Covid-19, que l'on connaît actuellement en France et dans le monde entier. Covid-19, c'est comme ça que l'OMS appellera plus tard cette maladie. Pourquoi, Elsa Marie ? Alors, Covid-19, c'est CO pour corona, vid pour virus, D pour disease, qui veut dire en anglais maladie, et 19 pour l'année de naissance du virus. Comment les médecins chinois traitent les patients atteints de cette nouvelle maladie ? Alors, il n'y a pas de traitement spécifique. Les patients qui arrivent à l'hôpital sont mis en quarantaine, ils sont isolés jusqu'à la guérison. Et dès le départ, il y a des cas tout à fait différents, c'est ça ? Certains cas sont graves, d'autres pas du tout. Oui, effectivement, on parle notamment d'un virus bâtard puisqu'il peut créer des formes asymptomatiques, c'est-à-dire qu'on est contagieux mais on n'a aucun symptôme, d'autres très peu de symptômes et d'autres au contraire des pneumonies sévères. Le nouveau virus qui provoque la maladie Covid-19 va être appelé plus tard SARS-CoV-2, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le virus, en fait, il s'appelle SARS-CoV-2. SARS pour syndrome aigu respiratoire sévère, CoV pour coronavirus. Et la maladie qu'il provoque, c'est le Covid-19. C'est celui que la population appelle aujourd'hui le Covid-19 ou le coronavirus. Comment se transmet la maladie ? La maladie, elle se transmet par gouttelettes, c'est-à-dire que si une personne infectée tousse, postillonne ou éternue à proximité, vous pouvez vous-même être infecté. L'autre source de contamination, c'est si vous avez un contact physique avec une personne malade ou si vous touchez une surface que cette personne a elle-même touchée. Parce qu'il faut savoir que le virus, il va rester vivant quelques heures, voire quelques jours, sur différentes surfaces, notamment sur une table ou sur une poignée de porte, par exemple. Fin janvier, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, déclare une urgence de santé mondiale. Le 24 janvier, les 3 premiers cas sont recensés en France. Le 17 février, les autorités sanitaires chinoises publient les caractéristiques d'un grand nombre de malades, plus de 44 000 cas confirmés. On se rend compte que les personnes qui sont les plus touchées sont les personnes âgées et les personnes fragiles avec ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire par exemple des maladies chroniques ou des cancers. On sait aussi à ce moment-là que les enfants, et c'est une bonne nouvelle, sont très peu touchés, qu'ils ont des formes asymptomatiques, voire des symptômes légers et surtout qu'ils ne font pas ou très très rarement des formes graves et il n'y a pour l'heure aucun décès. Professeur Anne-Claude Crémieux, ce qui est certain, c'est que le taux de létalité est nul chez les enfants de moins de 10 ans. On sait pourquoi ? C'est aussi quelque chose qui a été noté avec d'autres coronavirus comme le SRAS. On n'a aujourd'hui pas d'explication. L'hypothèse qu'on fait, c'est qu'ils se défendent mieux. C'est précieux, toutes ces informations pour les médecins comme vous ? Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui que nous sommes confrontés à cette épidémie, nous connaissons cette maladie, nous savons comment la diagnostiquer, nous savons le niveau de suspicion qu'on doit avoir face à un patient qui a une infection respiratoire, et on connaît aussi les pièges diagnostiques. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire les pièges diagnostiques ? Parce que le risque dans ces pathologies, c'est de passer à côté d'un diagnostic. Évidemment, ça peut être catastrophique si on laisse partir un patient ou si on l'hospitalise sans prendre les mesures de précaution. Ça peut être à l'origine d'une transmission à l'intérieur de l'hôpital, ce qui peut accélérer l'épidémie, ce qui est vraiment ce qu'on cherche à éviter. Et par conséquent, connaître non seulement, je dirais, les tableaux les plus fréquents, mais les pièges diagnostiques, c'est extrêmement précieux pour nous et aujourd'hui, c'est vraiment extrêmement utile alors qu'on est vraiment confronté aux patients. WHO has been assessing this outbreak
Florence Méréo, le 11 mars, l'Organisation mondiale de la santé utilise pour la première fois le mot de pandémie pour qualifier cette épidémie. Ça veut dire quoi précisément ? Ça veut dire que l'on est dans une épidémie XXL, que le virus est présent partout, sur tous les continents et qu'il circule rapidement. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. Elsa Marie, le 12 mars, vous signez un article dans lequel des médecins en première ligne avec cette nouvelle maladie disent qu'il faut arrêter de la comparer avec la grippe. Oui, effectivement, c'est un tournant, même pour nous, journalistes. Une infirmière en réanimation dans un grand hôpital me contacte et me dit qu'il faut arrêter de comparer le coronavirus avec la grippe. Elle nous dit qu'elle voit arriver des gens dans un état grave, même des personnes jeunes, de 30-40 ans, sans antécédents médicaux, qui arrivent effectivement en réanimation dans un état gravissime. Qu'est-ce que vous faites après ce témoignage ? On contacte évidemment d'autres médecins de services d'infectiologie et de services de réanimation un peu partout qui font le même constat et ils nous disent on s'est trompé, c'est plus grave que prévu, ça n'a rien à voir avec une bonne grippe et finalement il ne faut pas véhiculer ce message puisqu'il est faux. Qui témoigne notamment dans cet article ? Alors Gilles Pialou, qui est le chef du service infectiologie de l'hôpital Tenon à Paris, qui effectivement a un ton assez alarmiste, alors que c'était pas le cas quand on l'avait eu il y a quelques jours. Il nous dit oui, certes, il ne faut pas faire paniquer les gens, mais à un moment, il faut les mettre face à la réalité. Et effectivement, on se rend compte que depuis quelques jours, il y a des gens qui arrivent, des patients jeunes, et qui sont effectivement très malades, et qui restent en plus 20 jours en réanimation. C'est extrêmement long, et on a peur qu'il n'y ait pas assez de lits pour accueillir tout le monde. Pour certains malades, ça va prendre des mois pour s'en remettre, pour ceux qui s'en sortent ? Oui, ce sont des gens qui vont rester 6 mois très affaiblis, très fatigués par ce virus et ils vont aussi effectivement mettre du temps à s'en remettre parce qu'ils seront restés 20 jours en réanimation et c'est énorme. Professeur Anne-Claude Crémieux, depuis le début de l'épidémie, on voit que les connaissances sur cette nouvelle maladie évoluent. Les autorités naviguent à vue, forcément, dans des cas comme ça. Il faut s'adapter au jour le jour. Face à une épidémie liée à un nouvel agent, effectivement, on prend des décisions dans l'incertitude. Il y a des éléments qu'on connaît grâce à l'expérience de la Chine, mais il reste toujours un grand niveau d'incertitude et d'imprévisibilité. Pour les autorités de santé, on dirait qu'il y a toujours le risque d'en faire trop, d'être accusé d'en faire trop ou pas assez. C'est toute la difficulté qu'ont les autorités sanitaires lorsqu'elles prennent des décisions. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas tous les éléments pour une décision équilibrée. Il faut accepter une marge d'incertitude que aucun scientifique, au moment où la décision est prise, ne peut combler. Le politique, au bout du compte, va choisir sans pouvoir complètement s'abriter derrière la connaissance scientifique. À un moment donné, c'est lui qui prend la main. C'est lui qui va dire, voilà les données de la science, mais il reste une certaine marge d'incertitude, c'est imprévisible, et par conséquent, je prends la décision politique. Bien évidemment, quelques mois plus tard, on pourra juger, voir si cette décision, elle a été finalement sous-évaluée ou cette décision a été surévaluée. Mais personne ne peut en vouloir aux politiques car c'est le propre des crises sanitaires. Florence Méréo, depuis le samedi 14 mars, la France est au stade 3 de l'épidémie. Les commerces non essentiels sont fermés. Ça veut dire quoi le stade 3 en termes de stratégie de santé ? En fait, si vous voulez, le stade 1, on essaye d'empêcher le virus d'entrer sur le territoire. Le stade 2, on va essayer de contenir sa propagation. Et le stade 3, ça y est, le virus est là, il circule rapidement, il va falloir atténuer les effets de l'épidémie et freiner sa propagation. En gros, on va essayer de limiter les dégâts et l'idée, c'est d'étaler le nombre de cas dans le temps pour ne pas saturer nos hôpitaux. C'est pour cela que l'on ferme les écoles, les crèches, que l'on ferme les commerces, que l'on ferme les parcs pour se protéger et protéger les autres. Parce que dans cette épidémie, ce que l'on voit, c'est qu'on a chacun une responsabilité individuelle et collective. Le 17 mars, le confinement est en vigueur en France. Professeur Anne-Claude Crémieux, c'est une mesure efficace pour endiguer l'épidémie ? On bénéficie de l'expérience de la Chine et contre toute attente, et je dirais même contre toute prédiction d'experts épidémiologiques.
la Chine a réussi à contenir l'épidémie par des mesures de confinement et aussi de traçage des personnes infectées. Et ça, c'est nouveau. Aucun modèle n'aurait été capable de le prédire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les effets du confinement, ils ne vont pas se voir tout de suite. Il va falloir attendre plusieurs jours, voire 15 jours selon les spécialistes. Dans les premiers jours du confinement, on va continuer à avoir le nombre de cas augmenter, mais il faut être patient. Les effets se feront sentir au bout de 10 ou 15 jours. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que ces mesures dites barrières sont clairement efficaces. Ça vaut vraiment le coup de tenter au maximum de réduire la transmission par ces mesures dites barrières. Rappelons ces mesures barrières, justement, se laver les mains longuement avec un bon savon ou du gel hydroalcoolique, cacher sa bouche avec le coude quand on éternue ou quand on tousse, se dire bonjour bien sûr sans se faire la bise ni se serrer la main. Puis on parle aussi de cette distance à respecter. Elle est de combien? 1 mètre, 1 mètre et demi, 2 mètres? Le principe des mesures barrières, c'est que le virus se transmettant par des contacts proches, de 1 à 2 mètres, on doit tout faire pour éviter de se trouver dans une situation où on est à côté d'un individu de façon avec une proximité. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il est bien évident que si on diminue le nombre de personnes avec qui on interagit, on va aussi diminuer le risque. Et donc, toutes les mesures barrières reposent sur ces principes. Éviter toute situation de rassemblement des personnes et diminuer le nombre de personnes avec lesquelles on va interagir. À côté de ça, bien sûr, concrètement, sur le plan individuel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se tenir à distance de toute personne. Ça veut dire aussi se nettoyer les mains lorsqu'on a été amené à toucher un objet à l'extérieur. Quand on revient chez soi, on se lave les mains de façon à éviter de porter du virus chez soi. Et ça veut dire aussi qu'au moindre symptôme, on va porter un masque ou en tout cas se tenir particulièrement, à distance de nos proches avant d'aller consulter, de façon à éviter de transmettre l'infection. Il faut aussi éviter de se toucher les yeux, le nez, la bouche. Alors effectivement, on passe sa vie, à toucher des objets. Donc, avant de laver ses mains, elles sont sales. Et il faut avoir conscience qu'il faut éviter de porter ses mains qui sont potentiellement polluées, contaminées, à son visage. Il y a très peu de masques disponibles dans le commerce. Est-ce que ça sert à quelque chose de se couvrir la bouche avec un foulard, par exemple? Entre les deux, la mesure la plus efficace, c'est ce qu'on appelle la distance sociale. C'est vraiment se tenir à 1,5 mètre, 2 mètres et éviter de côtoyer d'autres personnes. C'est plus efficace, c'est clair, que d'utiliser des foulards ou tout autre moyen qui n'aurait jamais démontré son efficacité. Ces consignes, est-ce qu'il faut aussi les respecter à l'intérieur de la famille, dans les maisons, dans les appartements, avec ses très proches? Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on reste dans sa famille et qu'on évite d'être en contact avec des personnes en dehors de la famille. À l'intérieur d'un foyer familial, il est extrêmement difficile de prendre ses distances. La seule consigne vraiment importante, c'est moindre symptôme. Alors là, vous prenez vraiment de la distance par rapport au reste de votre famille avant d'aller consulter. Merci à Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris, à Florence Méréo et Elsa Marie.